On nous promet un vrai bouleversement. En cas de retour de Donald Trump, aujourd'hui, on va essayer de voir ce que seraient les actions concrètes des 100 premiers jours d'une nouvelle présidence. On se base sur une analyse de sources assez récente. Oui, L'idée, c'est de saisir un peu l'ampleur de ces changements possibles, de l'environnement à l'économie, et de comprendre ce que ça impliquerait. c'est ça. Alors, commençons peut-être par l'environnement. Ça a l'air d'être un point de rupture assez immédiat. Absolument. Les sources, elles, indiquent un virage radical dès le départ. On parle d'un nouveau retrait de l'accord de Paris sur le climat, Qu'il qualifie d'escroquerie. oui, escroquerie, et aussi le lancement d'une politique énergétique décrite comme ultra agressive. Ah oui, carrément. Oui, ça irait jusqu'à décréter un état d'urgence pour accélérer les forages pétroliers et gaziers. D'accord. Et au-delà de ces, disons, ces symboles forts, comment ça se traduirait vraiment dans l'appareil d'État? Les sources parlent de changements structurels profonds. C'est exact. On verrait par exemple des nominations clés très alignées sur cette vision. Comme? Comme Chris White, qui vient de l'industrie des hydrocarbures à l'énergie, ou Lise Eldin à l'Agence de protection de l'environnement, l'IPIE. Avec une mission claire. Oui, une mission explicite de démanteler des réglementations. Par exemple, celle sur les émissions des centrales à charbon. Et puis, il y aurait aussi des licenciements de scientifiques, l'arrêt de programmes de recherche. Ce qui est frappant, en fait, c'est cette priorité quasi exclusive donnée à l'indépendance énergétique, à la croissance. Et tant pis pour le reste? Voilà. En assumant une rupture avec le consensus scientifique. Et l'impact potentiel chiffré par Carbon Brief, il est vertigineux. C'est-à-dire? On parle de l'équivalent des émissions annuelles de l'Europe et du Japon réunis d'ici 2030. Ah oui, quand même. Et cette approche très directe et un peu transactionnelle, on la retrouve aussi sur la scène internationale, non? Tout à fait. Si on prend l'Ukraine, par exemple, les sources évoquent des pressions sur Zelensky, une suspension temporaire de l'aide, Conditionné à quoi? conditionnée à un accès aux minerais ukrainiens. Et il y aurait aussi une déclaration comme quoi la Crimée resterait russe. D'accord. Et au Moyen-Orient? Alors là, soutien massif à Israël, mais en même temps un double jeu sur l'Iran. Négocier son programme nucléaire, mais aussi faire pression sur ses alliés, comme les Houthis, une approche, disons, différente de celle d'Israël. Donc, une politique étrangère où les alliances traditionnelles seraient un peu bousculées par des calculs d'intérêt très immédiats. C'est vraiment l'impression qui ressort, oui. On lit aussi des menaces de contrôle sur le canal de Panama, une pression économique sur le Canada, qualifié de 51e État, Ah oui. un intérêt stratégique pour le Groenland. Tout ça, ça suggère une approche assez imprévisible, où la force n'est pas exclue et où chaque relation est vue comme une transaction. Et cette vision transactionnelle, elle touche aussi l'économie, j'imagine, avec cette idée de guerre commerciale. Est-ce que c'est présenté comme une stratégie de fond ou plus comme un levier? Alors, la politique serait lancée avec une hausse assez généralisée des droits de douane pour protéger l'industrie américaine. Ok. Mais face à la réaction des marchés, il y aurait une suspension partielle. Sauf pour la Chine, qui resterait une cible avec des tarifs énormes, 145%. Donc ça pose la question, effectivement. Oui, est-ce que c'est du protectionnisme durable ou une tactique de négociation très agressive? Dans tous les cas, ça créerait une incertitude majeure pour l'économie mondiale et américaine. Abordons maintenant les changements qui toucheraient plus directement la société américaine. L'immigration, les droits, le fonctionnement de l'État. Là aussi, les sources décrivent des transformations assez radicales. Oui, sur l'immigration, c'est un durcissement très marqué. On parle de relancer le mur, de mobiliser l'armée, d'accélérer les expulsions. Même pour des résidents légaux? Oui, visant même des résidents légaux, comme l'étudiant Mahmoud Khalil, cité dans les sources. Il y a aussi la menace d'utiliser Guantanamo et une remise en cause du droit du sol. Le droit du sol, quand même, ce principe fondamental. Exactement. Celui qui accorde la citoyenneté par naissance sur le territoire. Human Rights Watch alerte même sur des expulsions vers une prison très controversée au Salvador. Et cette approche très restrictive, elle s'étend aussi aux droits des minorités, aux politiques de diversité? En effet, les sources parlent d'une offensive contre les politiques de diversité, équité et inclusion, les politiques DEI. La fameuse croisade anti-woke? C'est ça, qualifié de croisade anti-woke. L'administration ne reconnaîtrait plus que deux sexes, supprimerait les aides spécifiques aux personnes transgenres et démantèlerait les programmes antidiscrimination, qui seraient dirigés par Elon Musk, Ah oui. avec pour but de tailler dans les dépenses publiques et des milliers de licenciements de fonctionnaires à la clé. Et des agences spécifiques seraient visées? Oui, comme l'USAID pour l'aide humanitaire,
mais aussi le FBI. Le FBI? Oui, dont l'unité spécifiquement chargée de contrer l'ingérence étrangère dans les élections serait démantelée. Ça toucherait aussi des universités, des cabinets d'avocats jugés hostiles. Cibler l'unité sur l'ingérence électorale, restreindre le vote par correspondance, enquêter sur le financement démocrate, et même gracier les assaillants du Capitole, tout ça, ça pose de sérieuses questions sur le processus démocratique lui-même. Exactement. Il y a un projet de loi, le SAVE Act, qui exigerait une preuve de citoyenneté pour voter, ce qui pourrait exclure des millions de personnes. Hmm. Et puis, il y a les spéculations sur un troisième mandat, même si c'est inconstitutionnel. Tout ça dessine une refonte qui touche vraiment au fondement. Qui est citoyen, qui vote, comment l'État fonctionne et où sont les contre-pouvoirs. En somme, l'analyse de ces sources, elle dépeint vraiment 100 premiers jours d'une intensité assez rare, qui viserait à remodeler en profondeur la politique américaine, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout à fait. Et ça laisse une question essentielle en suspens pour la suite, je crois. Au-delà des objectifs affichés, économiques, sécuritaires ou même idéologiques, dans quelle mesure est-ce que ces actions, si elles étaient mises en œuvre, redéfiniraient durablement les normes et le fonctionnement même de la démocratie américaine? C'est une interrogation qui mérite réflexion.